5 minutes. Pas davantage. Et pourtant, ces 300 secondes ont suffi à faire trembler l'enceinte des Nations Unies comme rarement auparavant, propulsant le débat climatique dans une tempête diplomatique sans précédent. En un éclair, la planète s'est retrouvée scindée en deux camps irréconciliables. Ceux qui défendent l'action écologique et ceux qui la tournent en dérision. À la tribune, Donald Trump venait d'achever une intervention explosive devant l'Assemblée générale. Il avait dénoncé le réchauffement climatique comme la plus monumentale supercherie jamais vendue à l'humanité, tout en fustigeant une Europe qu'il jugeait en train de s'autodétruire à coups de réglementations environnementales insensées. Il balayait la salle du regard, arborant ce rictus satisfait et cette posture bravache qui ont toujours constitué sa signature politique. Dans son esprit, le match était plié. Il était persuadé d'avoir pulvérisé ce qu'il appelait la folie verte mondiale et convaincu qu'aucun dirigeant n'oserait le défier ouvertement sur un sujet aussi inflammable sous l'œil des caméras internationales. Mais l'atmosphère n'était plus celle de ces années passées au pouvoir. Quelque chose avait changé dans cette salle chargée d'histoire. L'Europe n'était plus prête à encaisser sans répondre. Une nouvelle génération de responsables politiques refusait désormais de se taire face aux provocations. Parmi eux, Sébastien Lecornu, Premier ministre français, observait la scène avec une sérénité presque déconcertante, un calme dense, calculé, qui aurait dû éveiller les soupçons de l'ancien président américain. Car ce qui allait suivre dépasserait de loin une simple joute verbale. Ce serait un moment charnière, un basculement dans l'histoire du débat climatique mondial. Pour mesurer la déflagration qui s'annonçait dans l'hémicycle onusien, il faut remonter le fil des heures jusqu'à une suite luxueuse du Plaza Hotel. Là, à l'abri des caméras, Donald Trump peaufinait son attaque contre la stratégie climatique européenne avec la précision d'un stratège en campagne. Autour de lui, un cercle restreint de conseillers, les plus loyaux, mais aussi les plus offensifs, affinaient chaque formule destinée à frapper fort. L'ancien président passait en revue graphiques et indicateurs économiques, cherchant l'angle le plus percutant. Ces élites européennes s'imaginent donner des leçons à la planète entière avec leur soi-disant transition verte, lança-t-il, mi-moqueur, mi-combatif. Puis il enchaîna, désignant les chiffres. Envolée des prix de l'énergie, industrie qui délocalise vers l'Asie, agriculteurs descendus dans la rue. À ses yeux, l'écologie version Bruxelles n'était rien d'autre qu'une lente autodestruction économique. Et il comptait le proclamer devant les caméras du monde entier. Le plan était limpide, presque mécanique, mais potentiellement dévastateur. Exploiter la scène prestigieuse de l'ONU pour saper méthodiquement la crédibilité des choix européens, ériger les États-Unis en champions du bon sens économique face à ce qu'ils décrivaient comme un dogme vert et rallier les nations émergentes à une vision du développement qu'ils qualifiaient de réaliste. En isolant l'Europe sur la question climatique, il espérait retourner l'équilibre diplomatique en sa faveur. Ce que Trump ne soupçonnait pas, c'est qu'à quelques rues de là, dans une suite feutrée du St. Regis, la riposte s'élaborait avec une précision presque chirurgicale. Sébastien Lecornu ne s'était pas déplacé à New York pour jouer les figurants dans un spectacle trumpien. Sa présence avait un objectif clair: incarner une Europe qui assume ses choix et défendre la responsabilité climatique à l'échelle planétaire. Là où d'autres dirigeants européens avaient parfois opté pour l'évitement ou la prudence diplomatique face aux saillies de l'ancien président américain, Lecornu avait tranché. Pas de détour, pas d'esquive. Il affronterait l'attaque frontalement, sur le terrain des faits, armé d'analyses économiques solides et de preuves scientifiques impossibles à balayer de revers populistes. En amont du déplacement, à Matignon, une task force d'élite avait été discrètement mise en place. Climatologues, économistes spécialisés dans la transition énergétique, experts en négociations internationales, le meilleur de l'expertise française avait été mobilisé. Valérie Masson-Delmotte apportait les relevés scientifiques les plus récents. François Gémen fournissait les scénarios démographiques liés au bouleversement climatique. Barbara Pompili rassemblait les résultats tangibles des politiques environnementales françaises. Lors d'une réunion à huis clos, Masson-Delmotte avait résumé la situation avec lucidité. Face aux approximations et aux récits biaisés, la rigueur des chiffres fait tomber les effets de manche. Encore faut-il disposer des données exactes au moment stratégique. Pendant plusieurs semaines, l'équipe a donc construit une véritable forteresse statistique. Évolution thermique mesurée au dixième de degré, facture réelle des catastrophes naturelles, emplois générés par les énergies propres,
Comparaison internationale détaillée. Aucun argument adverse n'avait été laissé au hasard. Chaque affirmation contestable avait sa réponse prête. Et pour verrouiller l'ensemble, Lecornu avait sollicité Jean Jouzel, figure majeure du climat et lauréat du Nobel de la paix, afin de certifier la solidité scientifique de chaque point avancé. Rien ne devait être approximatif. Tout devait être implacable. Sébastien, vous vous apprêtez à croiser le fer avec l'un des orateurs les plus redoutables de notre époque, lui avait glissé le scientifique. Mais souvenez-vous d'une chose, les faits jouent pour vous. Et, à long terme, les faits gagnent toujours. Le 23 septembre 2025 s'inscrira durablement dans les annales de la diplomatie climatique. Dès l'aube, une tension inhabituelle flottait dans l'immense salle de l'Assemblée générale. Officiellement, la session portait sur le développement durable et l'action face au réchauffement. En réalité, tout le monde savait qu'il s'agirait d'un choc frontal entre deux conceptions irréconciliables du futur de la planète. Fidèle à son sens de la mise en scène, Trump avait exigé d'intervenir en ouverture, s'appuyant sur l'usage protocolaire réservé aux anciens présidents américains. À 14 heures précises, il gravit les marches de la tribune avec cette assurance spectaculaire qui lui est familière. Costume sombre parfaitement ajusté, cravate rouge éclatante, posture conquérante. « Mesdames et messieurs !» lança-t-il d'une voix puissante, calibrée pour remplir la salle et les écrans du monde entier. « Je viens dire tout haut ce que beaucoup n'osent pas formuler. Le prétendu changement climatique n'est rien d'autre que la plus vaste mystification jamais imposée au peuple. » Un frisson parcourut les rangs. Les diplomates, pourtant rompus à ces provocations, restèrent un instant interdits face à cette charge lancée au cœur même de l'ONU. Puis il désigna l'Europe d'un geste appuyé. « Regardez-les, poursuivit-il. Ils s'enfoncent dans leurs dogmes écologistes. Factures énergétiques qui explosent, entreprises qui quittent le continent, agriculteurs en colère dans les rues. Pendant ce temps, la Chine et l'Inde augmentent leurs émissions sans complexe. Où est le bon sens? » Le ton était accusateur, presque méprisant. Il visait clairement les délégations européennes. Il enchaîna sans ralentir. Les renouvelables, une illusion coûteuse. Le vent est capricieux. Le soleil disparaît chaque soir. On ne bâtit pas une puissance économique sur des sources intermittentes. Et enfin, comme pour verrouiller sa démonstration, il orienta ses critiques vers la France et vers Lecornu lui-même. « Et la France, parlons-en », lança-t-il avec un sourire chargé de sous-entendus. Ce pays qui s'autoproclame champion de l'écologie alors que ses réacteurs vieillissants feraient trembler tout le continent. Monsieur Lecornu, vos éoliennes défigurent les horizons. Vos agriculteurs en paient le prix et vos voitures électriques ne tiennent debout que grâce à l'atome. Où est la logique dans tout cela? La pique était soigneusement calibrée. L'objectif était clair. Pousser le premier ministre français à réagir à chaud, l'entraîner sur le terrain de l'émotion, provoquer une défense maladroite, bref, recréer ce déséquilibre dont Trump savait tirer avantage grâce à sa rhétorique incendiaire. Mais rien ne se passa comme prévu. Lecornu ne broncha pas. Stylo en main, il nota quelques mots, le visage fermé, presque impassible. Cette tranquillité calculée aurait dû inquiéter son adversaire. Pourtant, grisé par sa propre prestation, Trump ne perçut pas le signal. Il conclut avec la formule qu'il affectionnait. « Les États-Unis ont choisi le pragmatisme. Nous privilégions l'emploi, l'énergie abordable, la croissance. Pendant que certains s'abandonnent aux chimères écologiques, nous restons au sommet. » Un silence suspendu suivit. Puis tous les regards convergèrent vers Lecornu. Sans précipitation, le chef du gouvernement français demanda la parole. Il se leva avec cette retenue élégante propre à la tradition diplomatique française, rejoignit la tribune d'un pas mesuré et fixa Trump droit dans les yeux. « Monsieur le Président, » commença-t-il d'un ton calme mais ferme, « merci pour cette illustration presque pédagogique du climato-scepticisme contemporain. En quelques minutes, vous avez condensé approximation, contre-vérité et raccourcis douteux. Permettez-moi d'apporter quelques éléments factuels. » La riposte était nette, sans détour, enveloppée d'une politesse qui rendait l'ironie encore plus mordante. Déstabilisé par cette entrée en matière, Trump se rassit, visiblement contrarié. Lecornu ouvrit alors son dossier. « Vous évoquez une prétendue supercherie climatique. Examinons les chiffres. NASA, NOAA, GIEC. Des institutions que personne ne peut soupçonner de complot européen.
L'année 2024 a battu tous les records de chaleur, avec une moyenne mondiale en hausse de 1,48 degrés. Le premier coup était précis, chirurgical, et il ne comptait pas s'arrêter là. Vous tournez en dérision les énergies renouvelables? Très bien. Parlons chiffres. Aujourd'hui, près de la moitié de l'électricité européenne, 47%, provient de sources renouvelables. Quant au solaire, son coût s'est effondré de manière spectaculaire ces dernières années. Il marqua une pause, puis enchaîna. Pendant ce temps, les États-Unis demeurent massivement tributaires des combustibles fossiles importés, enfermés dans un modèle énergétique qui peine à se réinventer. Le contraste était posé. Vous évoquez un prétendu suicide économique européen. Pourtant, la filière verte sur notre continent représente 3,3 millions d'emplois et génère chaque année 36 milliards d'euros de revenus. Et permettez-moi un détail intéressant. Tesla, fleuron américain de la transition énergétique, réalise près de la moitié de ses ventes en Europe. Un léger sourire passa sur son visage. Ainsi, ces politiques écologiques que vous qualifiez d'absurdes contribuent largement à la prospérité de vos propres entreprises. Dans l'Assemblée, l'atmosphère changeait. Les représentants européens échangeaient des regards satisfaits. Quelques sourires se dessinaient. Mais le cornu n'avait pas encore abattu toutes ses cartes. Il sortit un second dossier. Abordons maintenant le coût réel des catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis ont enregistré 47 milliards de dollars de pertes liées aux événements extrêmes. Ouragans en Floride, incendies en Californie, tornades dans le Midwest. L'Europe, pour la même période, a subi environ 23 milliards d'euros de dégâts. Il laissa les chiffres s'installer. Nos investissements dans l'adaptation et la prévention représentent un effort maîtrisé. Votre immobilisme, lui, se paie au prix fort. La démonstration était limpide, presque implacable. Sur son siège, Trump remuait légèrement, trahissant une irritation croissante face à cette avalanche méthodique de données. Le corneau ne relâcha pas la pression. Vous ironisez sur nos véhicules électriques? Très bien. L'Europe en assemble aujourd'hui 2,3 millions par an, car les États-Unis en produisent environ 1,8 million. Cette avance technologique réduit notre dépendance au pétrole importé. Pendant que votre administration continue de soutenir financièrement les majors pétrolières, nous investissons dans les métiers de demain. Puis il marqua un temps. Celui du coup décisif. Vous affirmez que l'écologie nous conduit à notre perte. En réalité, le véritable danger consiste à ignorer les données scientifiques. Voilà le vrai suicide politique. Et le peuple américain mérite mieux que des contre-vérités répétées sur le climat. Le silence qui suivit était presque oppressant. Pour une rare fois, Trump paraissait ébranlé. Mais le cornu n'en avait pas fini. Parlons des agriculteurs que vous prétendez défendre. Grâce à nos stratégies d'adaptation, l'agriculture française a su préserver ses rendements malgré les épisodes de sécheresse. Aux États-Unis, l'été dernier, les vagues de chaleur ont entraîné une chute de 34% des récoltes de maïs. Alors dites-moi, qui protège réellement ses producteurs? Cette fois, ce n'était plus une riposte, c'était une déferlante de faits. Chaque affirmation antérieure de l'ancien président se trouvait démontée, pièce par pièce, par des chiffres incontestables. Et le cornu poursuivit. Vous évoquez la cohérence énergétique. La France génère l'essentiel de son électricité sans émissions carbone, grâce au nucléaire et aux renouvelables combinés. Les États-Unis, eux, tirent encore 61% de leur énergie de sources fossiles. Quant aux émissions par habitant, l'écart parle de lui-même. L'étau se resserrait. Trump tentait d'interrompre, mais la conclusion était déjà prête. Monsieur Trump, vous incarnez le refus d'admettre les faits, l'immobilisme, l'oubli des générations futures. L'Europe, elle, choisit l'innovation, la responsabilité et la clarté scientifique. Le verdict appartiendra à l'histoire, entre ceux qui niaient l'évidence et ceux qui agissaient pour y répondre. Puis vint la formule finale, appelée à marquer les esprits. La véritable supercherie mondiale, ce n'est pas la lutte contre le dérèglement climatique. C'est de prétendre que l'on peut ignorer la science sans en payer le prix. Monsieur Trump, la véritable imposture n'est pas le combat contre le dérèglement climatique. La supercherie, c'est d'expliquer aux citoyens qu'on peut tourner le dos à la science sans jamais en payer le prix. La phrase tomba comme un couperet, puis se fit l'explosion. Une salve d'applaudissements d'une intensité rare envahit l'hémicycle. Les délégations se levèrent presque d'un seul mouvement. 5 minutes, pas davantage.
Et pourtant, ces 300 secondes ont suffi à faire trembler l'enceinte des Nations unies comme rarement auparavant, propulsant le débat climatique dans une tempête diplomatique sans précédent. En un éclair, la planète s'est retrouvée scindée en deux camps irréconciliables. Ceux qui défendent l'action écologique et ceux qui la tournent en dérision. À la tribune, Donald Trump venait d'achever une intervention explosive devant l'Assemblée générale. Il avait dénoncé le réchauffement climatique comme la plus monumentale supercherie jamais vendue à l'humanité, tout en fustigeant une Europe qu'il jugeait en train de s'autodétruire à coups de réglementations environnementales insensées. Il balayait la salle du regard, arborant ce rictus satisfait et cette posture bravache qui ont toujours constitué sa signature politique. Dans son esprit, le match était plié. Il était persuadé d'avoir pulvérisé ce qu'il appelait la folie verte mondiale et convaincu qu'aucun dirigeant n'oserait le défier ouvertement sur un sujet aussi inflammable sous l'œil des caméras internationales. Mais l'atmosphère n'était plus celle de ces années passées au pouvoir. Quelque chose avait changé. 5 minutes. Pas davantage. Et pourtant, ces 300 secondes ont suffi à faire trembler l'enceinte des Nations unies comme rarement auparavant, propulsant le débat climatique dans une tempête diplomatique sans précédent. En un éclair, la planète s'est retrouvée scindée en deux camps irréconciliables. Ceux qui défendent l'action écologique et ceux qui la tournent en dérision. À la tribune, Donald Trump venait d'achever une intervention explosive devant l'Assemblée générale. Il avait dénoncé le réchauffement climatique comme la plus monumentale supercherie jamais vendue à l'humanité, tout en fustigeant une Europe qu'il jugeait en train de s'autodétruire à coups de réglementations environnementales insensées. Il balayait la salle du regard, arborant ce rictus satisfait et cette posture bravache qui ont toujours constitué sa signature politique. Dans son esprit, le match était plié. Il était persuadé d'avoir pulvérisé ce qu'il appelait la folie verte mondiale et convaincu qu'aucun dirigeant n'oserait le défier ouvertement sur un sujet aussi inflammable sous l'œil des caméras internationales. Mais l'atmosphère n'était plus celle de ces années passées au pouvoir. Quelque chose avait changé dans cette salle chargée d'histoire. L'Europe n'était plus prête à encaisser sans répondre. Une nouvelle génération de responsables politiques refusait désormais de se taire face aux provocations. Parmi eux, Sébastien Lecornu, Premier ministre français, observait la scène avec une sérénité presque déconcertante, un calme dense, calculé, qui aurait dû éveiller les soupçons de l'ancien président américain. Car ce qui allait suivre dépasserait de loin une simple joute verbale. Ce serait un moment charnière, un basculement dans l'histoire du débat climatique mondial. Pour mesurer la déflagration qui s'annonçait dans l'hémicycle onusien, il faut remonter le fil des heures jusqu'à une suite luxueuse du Plaza Hotel. Là, à l'abri des caméras, Donald Trump peaufinait son attaque contre la stratégie climatique européenne avec la précision d'un stratège en campagne. Autour de lui, un cercle restreint de conseillers, les plus loyaux, mais aussi les plus offensifs, affinaient chaque formule destinée à frapper fort. L'ancien président passait en revue graphiques et indicateurs économiques, cherchant l'angle le plus percutant. Ces élites européennes s'imaginent donner des leçons à la planète entière avec leur soi-disant transition verte, lança-t-il, mi-moqueur, mi-combatif. Puis il enchaîna, désignant les chiffres. Envolée des prix de l'énergie, industrie qui délocalise vers l'Asie, agriculteurs descendus dans la rue. À ses yeux, l'écologie version Bruxelles n'était rien d'autre qu'une lente autodestruction économique. Et il comptait le proclamer devant les caméras du monde entier. Le plan était limpide, presque mécanique, mais potentiellement dévastateur. Exploiter la scène prestigieuse de l'ONU pour saper méthodiquement la crédibilité des choix européens, ériger les États-Unis en champions du bon sens économique face à ce qu'ils décrivaient comme un dogme vert et rallier les nations émergentes à une vision du développement qu'ils qualifiaient de réaliste. En isolant l'Europe sur la question climatique, il espérait retourner l'équilibre diplomatique en sa faveur. Ce que Trump ne soupçonnait pas, c'est qu'à quelques rues de là, dans une suite feutrée du St. Regis, la riposte s'élaborait avec une précision presque chirurgicale. Sébastien Lecornu ne s'était pas déplacé à New York pour jouer les figurants dans un spectacle trumpien. Sa présence avait un objectif clair: incarner une Europe qui assume ses choix et défendre la responsabilité climatique à l'échelle planétaire. Là où d'autres dirigeants européens avaient parfois opté pour l'évitement ou la prudence diplomatique face aux saillies de l'ancien président américain, Lecornu avait tranché. Pas de détour, pas d'esquive.
Il affronterait l'attaque frontalement, sur le terrain des faits, armé d'analyses économiques solides et de preuves scientifiques impossibles à balayer de revers populistes. En amont du déplacement, à Matignon, une task force d'élite avait été discrètement mise en place. Climatologues, économistes spécialisés dans la transition énergétique, experts en négociations internationales, le meilleur de l'expertise française avait été mobilisé. Valérie Masson-Delmotte apportait les relevés scientifiques les plus récents. François Gémen fournissait les scénarios démographiques liés au bouleversement climatique. Barbara Pompili rassemblait les résultats tangibles des politiques environnementales françaises. Lors d'une réunion à huis clos, Masson-Delmotte avait résumé la situation avec lucidité. Face aux approximations et aux récits biaisés, la rigueur des chiffres fait tomber les effets de manche. Encore faut-il disposer des données exactes au moment stratégique. Pendant plusieurs semaines, l'équipe a donc construit une véritable forteresse statistique. Évolution thermique mesurée au dixième de degré, facture réelle des catastrophes naturelles, emplois générés par les énergies propres, comparaison internationale détaillée. Aucun argument adverse n'avait été laissé au hasard. Chaque affirmation contestable avait sa réponse prête. Et pour verrouiller l'ensemble, Lecornu avait sollicité Jean Jouzel, figure majeure du climat et lauréat du Nobel de la paix, afin de certifier la solidité scientifique de chaque point avancé. Rien ne devait être approximatif. Tout devait être implacable. Sébastien, vous vous apprêtez à croiser le fer avec l'un des orateurs les plus redoutables de notre époque, lui avait glissé le scientifique. Mais souvenez-vous d'une chose, les faits jouent pour vous. Et, à long terme, les faits gagnent toujours. Le 23 septembre 2025 s'inscrira durablement dans les annales de la diplomatie climatique. Dès l'aube, une tension inhabituelle flottait dans l'immense salle de l'Assemblée générale. Officiellement, la session portait sur le développement durable et l'action face au réchauffement. En réalité, tout le monde savait qu'il s'agirait d'un choc frontal entre deux conceptions irréconciliables du futur de la planète. Fidèle à son sens de la mise en scène, Trump avait exigé d'intervenir en ouverture, s'appuyant sur l'usage protocolaire réservé aux anciens présidents américains. À 14 heures précises, il gravit les marches de la tribune avec cette assurance spectaculaire qui lui est familière. Costume sombre parfaitement ajusté, cravate rouge éclatante, posture conquérante. « Mesdames et messieurs », lança-t-il d'une voix puissante, calibrée pour remplir la salle et les écrans du monde entier. « Je viens dire tout haut ce que beaucoup n'osent pas formuler. Le prétendu changement climatique n'est rien d'autre que la plus vaste mystification jamais imposée au peuple. » Un frisson parcourut les rangs. Les diplomates, pourtant rompus à ces provocations, restèrent un instant interdits face à cette charge lancée au cœur même de l'ONU. Puis il désigna l'Europe d'un geste appuyé. « Regardez-les, poursuivit-il. Ils s'enfoncent dans leurs dogmes écologistes. Factures énergétiques qui explosent, entreprises qui quittent le continent, agriculteurs en colère dans les rues. Pendant ce temps, la Chine et l'Inde augmentent leurs émissions sans complexe. Où est le bon sens? » Le ton était accusateur, presque méprisant. Il visait clairement les délégations européennes. Il enchaîna sans ralentir. Les renouvelables, une illusion coûteuse. Le vent est capricieux. Le soleil disparaît chaque soir. On ne bâtit pas une puissance économique sur des sources intermittentes. Et enfin, comme pour verrouiller sa démonstration, il orienta ses critiques vers la France et vers Lecornu lui-même. « Et la France, parlons-en », lança-t-il avec un sourire chargé de sous-entendus. Ce pays qui s'autoproclame champion de l'écologie alors que ses réacteurs vieillissants feraient trembler tout le continent. Monsieur Lecornu, vos éoliennes défigurent les horizons, vos agriculteurs en paient le prix, et vos voitures électriques ne tiennent debout que grâce à l'atome. Où est la logique dans tout cela? La pique était soigneusement calibrée. L'objectif était clair, pousser le premier ministre français à réagir à chaud, l'entraîner sur le terrain de l'émotion, provoquer une défense maladroite, bref, recréer ce déséquilibre dont Trump savait tirer avantage grâce à sa rhétorique incendiaire. Mais rien ne se passa comme prévu. Lecornu ne broncha pas. Stylo en main, il nota quelques mots, le visage fermé, presque impassible. Cette tranquillité calculée aurait dû inquiéter son adversaire. Pourtant, grisé par sa propre prestation, Trump ne perçut pas le signal. Il conclut avec la formule qu'il affectionnait. « Les États-Unis ont choisi le pragmatisme. Nous privilégions l'emploi, l'énergie abordable, la croissance.
Pendant que certains s'abandonnent aux chimères écologiques, nous restons au sommet. Un silence suspendu suivit. Puis tous les regards convergèrent vers Lecornu. Sans précipitation, le chef du gouvernement français demanda la parole. Il se leva avec cette retenue élégante propre à la tradition diplomatique française, rejoignit la tribune d'un pas mesuré et fixa Trump droit dans les yeux. « Monsieur le Président », commença-t-il d'un ton calme mais ferme, « merci pour cette illustration presque pédagogique du climato-scepticisme contemporain. En quelques minutes, vous avez condensé approximation, contre-vérité et raccourcis douteux. Permettez-moi d'apporter quelques éléments factuels. » La riposte était nette, sans détour, enveloppée d'une politesse qui rendait l'ironie encore plus mordante. Déstabilisé par cette entrée en matière, Trump se rassit, visiblement contrarié. Lecornu ouvrit alors son dossier. « Vous évoquez une prétendue supercherie climatique. Examinons les chiffres. NASA, NOAA, GIEC. Des institutions que personne ne peut soupçonner de complot européen. L'année 2024 a battu tous les records de chaleur, avec une moyenne mondiale en hausse de 1,48 degrés. Le premier coup était précis, chirurgical, et il ne comptait pas s'arrêter là. Vous tournez en dérision les énergies renouvelables? Très bien. Parlons chiffres. Aujourd'hui, près de la moitié de l'électricité européenne, 47%, provient de sources renouvelables. Quant au solaire, son coût s'est effondré de manière spectaculaire ces dernières années. Il marqua une pause, puis enchaîna. Pendant ce temps, les États-Unis demeurent massivement tributaires des combustibles fossiles importés, enfermés dans un modèle énergétique qui peine à se réinventer. Le contraste était posé. Vous évoquez un prétendu suicide économique européen. Pourtant, la filière verte sur notre continent représente 3,3 millions d'emplois et génère chaque année 36 milliards d'euros de revenus. Et permettez-moi un détail intéressant. Tesla, fleuron américain de la transition énergétique, réalise près de la moitié de ses ventes en Europe. Un léger sourire passa sur son visage. Ainsi, ces politiques écologiques que vous qualifiez d'absurdes contribuent largement à la prospérité de vos propres entreprises. Dans l'Assemblée, l'atmosphère changeait. Les représentants européens échangeaient des regards satisfaits. Quelques sourires se dessinaient. Mais Lecornu n'avait pas encore abattu toutes ses cartes. Il sortit un second dossier. Abordons maintenant le coût réel des catastrophes climatiques. En 2024, les États-Unis ont enregistré 47 milliards de dollars de pertes liées aux événements extrêmes. Ouragans en Floride, incendies en Californie, tornades dans le Midwest. L'Europe, pour la même période, a subi environ 23 milliards d'euros de dégâts. Il laissa les chiffres s'installer. Nos investissements dans l'adaptation et la prévention représentent un effort maîtrisé. Votre immobilisme, lui, se paie au prix fort. La démonstration était limpide, presque implacable. Sur son siège, Trump remuait légèrement, trahissant une irritation croissante face à cette avalanche méthodique de données. Lecornu ne relâcha pas la pression. Vous ironisez sur nos véhicules électriques? Très bien. L'Europe en assemble aujourd'hui 2,3 millions par an, car les États-Unis en produisent environ 1,8 million. Cette avance technologique réduit notre dépendance au pétrole importé. Pendant que votre administration continue de soutenir financièrement les majors pétrolières, nous investissons dans les métiers de demain. Puis il marqua un temps. Celui du coup décisif. Vous affirmez que l'écologie nous conduit à notre perte. En réalité, le véritable danger consiste à ignorer les données scientifiques. Voilà le vrai suicide politique. Et le peuple américain mérite mieux que des contre-vérités répétées sur le climat. Le silence qui suivit était presque oppressant. Pour une rare fois, Trump paraissait ébranlé. Mais Lecornu n'en avait pas fini. Parlons des agriculteurs que vous prétendez défendre. Grâce à nos stratégies d'adaptation, l'agriculture française a su préserver ses rendements malgré les épisodes de sécheresse. Aux États-Unis, l'été dernier, les vagues de chaleur ont entraîné une chute de 34% des récoltes de maïs. Alors dites-moi, qui protège réellement ses producteurs? Cette fois, ce n'était plus une riposte, c'était une déferlante de faits. Chaque affirmation antérieure de l'ancien président se trouvait démontée, pièce par pièce, par des chiffres incontestables. Et Lecornu poursuivit. Vous évoquez la cohérence énergétique. La France génère l'essentiel de son électricité sans émissions carbone, grâce au nucléaire et aux renouvelables combinés. Les États-Unis, eux, tirent encore 61% de leur énergie de sources fossiles.
Quant aux émissions par habitant, l'écart parle de lui-même. L'étau se resserrait. Trump tentait d'interrompre, mais la conclusion était déjà prête. Monsieur Trump, vous incarnez le refus d'admettre les faits, l'immobilisme, l'oubli des générations futures. L'Europe, elle, choisit l'innovation, la responsabilité et la clarté scientifique. Le verdict appartiendra à l'histoire, entre ceux qui niaient l'évidence et ceux qui agissaient pour y répondre. Puis vint la formule finale, appelée à marquer les esprits. La véritable supercherie mondiale, ce n'est pas la lutte contre le dérèglement climatique, c'est de prétendre que l'on peut ignorer la science sans en payer le prix. Monsieur Trump, la véritable imposture n'est pas le combat contre le dérèglement climatique. La supercherie, c'est d'expliquer aux citoyens qu'on peut tourner le dos à la science sans jamais en payer le prix. La phrase tomba comme un couperet, puis se fit l'explosion. Une salve d'applaudissements d'une intensité rare envahit l'hémicycle. Les délégations se levèrent presque d'un seul mouvement. Pendant près de 3 minutes, l'Assemblée générale acclama le cornu. Trump, blême, quitta la salle avant même que le premier ministre n'ait terminé. L'impact dépassa immédiatement les murs de l'ONU. En quelques instants, des extraits du discours circulaient sur toutes les plateformes numériques. Les mots de Le Cornu inondaient les réseaux. Son nom, associé à celui de Trump, au hashtag célébrant les faits contre les intox, domina les tendances mondiales pendant 3 jours, y compris aux États-Unis. La riposte académique ne tarda pas. Harvard, le MIT, Stanford publièrent des déclarations saluant ce qu'ils décrivaient comme une victoire éclatante de la rigueur scientifique sur la démagogie politique. Plus de 2000 chercheurs américains signèrent un texte de soutien, appelant Trump à cesser la désinformation climatique. En Europe, l'effet fut presque cathartique. Pour la première fois depuis longtemps, un responsable européen avait affronté Trump frontalement. Il l'avait fait vaciller sous l'œil des caméras internationales. Les enquêtes d'opinion révélèrent un regain de confiance collective. Selon l'Eurobaromètre, une large majorité d'Européens approuva l'intervention du premier ministre français. Mais le signal le plus puissant vint peut-être de la jeunesse mondiale. Sur les réseaux sociaux, Greta Thunberg écrivit « Enfin un dirigeant qui assume la vérité climatique sans détour. Merci, Sébastien Lecornu. » En quelques heures, Lecornu n'était plus seulement un chef de gouvernement. Il devenait un symbole. En quelques heures, les militants pour le climat aux 4 coins du globe élevèrent Lecornu au rang d'icône politique. Celui qui, la veille encore, n'était qu'un chef de gouvernement, devenait le visage d'une riposte assumée face au climato-scepticisme. Trump, atteint dans son orgueil devant les caméras du monde entier, tenta bien de reprendre l'initiative à coups de messages rageurs sur les réseaux sociaux. Mais l'effet escompté ne vint pas. Comment balayer des statistiques publiques? Comment ridiculiser des rapports scientifiques accessibles à tous? Sa mécanique habituelle, provocation, approximation, contre-attaque, venait de buter contre un obstacle inhabituel, la solidité des faits. 6 mois plus tard, les répercussions demeuraient visibles. Lecornu s'était imposé comme une voix majeure du combat climatique sur la scène internationale. Les universités les plus prestigieuses l'invitaient à exposer sa méthode. Les dirigeants européens sollicitaient ses conseils. À l'inverse, Trump voyait son autorité s'effriter, y compris parmi ses soutiens historiques. Nombre d'Américains prenaient conscience, à travers cette confrontation, de l'écart entre les discours politiques et les données scientifiques sur le climat. Ces 5 minutes à l'ONU entrèrent dans les livres d'histoire comme un moment charnière. L'instant où l'Europe cessa de redouter les attaques américaines et choisit d'affirmer ses convictions sans trembler. Lecornu démontra qu'il est possible de neutraliser le populisme non par l'invective, mais par la rigueur scientifique, à condition d'oser la formuler clairement. Le New York Times résuma l'épisode en une phrase devenue célèbre. En quelques minutes, un premier ministre français avait davantage fait progresser la cause climatique que des années de discussions diplomatiques. Il avait rappelé une évidence trop souvent oubliée. Entre la manipulation et la science, le choix devrait s'imposer de lui-même. Cette leçon continue d'éclairer le débat actuel face à ceux qui contestent encore la réalité climatique. La force la plus efficace reste une vérité étayée, exprimée sans détour. Mais derrière cette scène spectaculaire se dissimulait une préparation minutieuse, entamée bien avant le face-à-face new-yorkais.
Peu savaient que la riposte avait pris forme 4 mois plus tôt, dans le calme feutré des salons de l'Élysée, lors d'une réunion stratégique consacrée au retour annoncé de Trump sur la scène internationale. Tout avait commencé plusieurs mois plus tôt par une soirée glaciale à l'Élysée. Dans le salon Napoléon, Emmanuel Macron avait réuni son cercle restreint. L'enjeu était limpide, anticiper le retour offensif de Trump sur la scène mondiale et neutraliser une fois pour toutes ses offensives contre la politique climatique. Il reviendra avec la même énergie et les mêmes contre-vérités, avertit le président français. Et ces arguments trouvent déjà un écho, y compris chez nous. Nous devons préparer une réponse d'une précision chirurgicale. Autour de la table, ce n'était pas une simple réunion politique. C'était un conseil de guerre scientifique. Les figures majeures françaises du climat et de la communication stratégique étaient présentes. Valérie Masson-Delmotte, référence mondiale en climatologie. François Gémen, expert des migrations liées au dérèglement climatique. Barbara Pompili, ancienne ministre engagée dans la transition écologique. Et Jean Jouzel, climatologue respecté, distingué par le prix Nobel de la paix. Masson-Delmotte prit la parole avec méthode. Selon elle, la mécanique trumpienne reposait sur 3 ressorts. Semer le doute sur les données scientifiques, exagérer le coût économique de la transition énergétique et détourner l'attention en comparant systématiquement avec d'autres puissances. Il faut répondre point par point avec des éléments impossibles à balayer, expliqua-t-elle. Jean Jouzel compléta l'analyse. Il ne nie pas tout. Il mélange des fragments de vérité à une avalanche d'approximations. Pour le contrer, utilisons des chiffres issus d'institutions américaines. Ainsi, il ne pourra pas trier au complot étranger. C'est là qu'est née la stratégie que certains surnommèrent le jujitsu climatique. Retourner la force argumentative de l'adversaire contre lui-même, l'obliger à affronter ses propres contradictions. Pendant des semaines, l'équipe formée sous l'impulsion de Macron et coordonnée par le Cornu accumula des données irréfutables. Toutes provenaient de sources officielles américaines, NASA, NOAA, Département de l'énergie, Agence de protection de l'environnement. Chaque chiffre était vérifié, chaque comparaison soigneusement calibrée. François Gémen apporta une dimension supplémentaire. Transformer cette masse d'informations en récits stratégiques capables non seulement de convaincre, mais de frapper les esprits. La riposte française ne serait pas improvisée. Elle serait méthodique, documentée, implacable. Avoir la science pour soi ne garantit pas la victoire. Encore faut-il remporter l'autre combat, celui des esprits. Trump, lui, maîtrise l'art de réduire le monde en slogans faciles, en formules qui claquent et en raccourcis séduisants. L'équipe française l'avait compris. Il fallait être aussi limpide, mais sans trahir la réalité. C'est cette obsession de pédagogie, rendre le vrai compréhensible, frappant, mémorable, qui a piloté toute la préparation de Le Cornu. Sauf qu'il ne s'agissait pas simplement de répondre. Le Cornu voulait beaucoup plus. Il ne cherchait pas une sortie diplomatique élégante, un désaccord courtois de plus. Non, il visait une démonstration si écrasante que la désinformation climatique en sortirait humiliée publiquement. « Je ne veux pas d'une réplique polie », aurait-il martelé à ses conseillers. « Je veux une preuve en pleine lumière, quelque chose de si implacable qu'après ça, les climato-sceptiques hésiteront avant de ressortir les mêmes intox. » Résultat, un travail d'orfèvre. Chaque phrase type de Trump a été disséquée, confrontée aux sources, annotée, documentée. Pas de zone floue, pas de « à peu près ». Une réfutation construite comme un dossier juridique, méthodique, précise, impossible à esquiver. Et l'équipe est allée plus loin encore. Pour transformer des données en impact, elle a fait appel à la psychologie cognitive. Comment présenter un chiffre pour qu'il touche, qu'il reste, qu'il fasse basculer une opinion? Dans l'ombre, un spécialiste de la désinformation climatique fut consulté. Anders Vlinden, à la tête du Cambridge Social Decision Making Lab. Son diagnostic était glaçant. Trump, expliqua-t-il, s'appuie sur ce que les chercheurs appellent des arguments zombies. Des idées fausses, mais accrocheuses, qui reviennent encore et encore, même après avoir été démontées 1000 fois. La seule manière de les enterrer pour de bon, c'est une réfutation spectaculaire, aurait-il insisté. Une scène qui marque tellement les esprits que